BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours la 14e saison, mais c'est la 566e émission. J'aime bien ce chiffre. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver avec Arnaud Le Gall. Bonjour Arnaud. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et tous. Pour un invité industriel, on se disait effectivement il nous faisait la remarque, notre invité, que peut-être ne recevons-nous pas assez d'entrepreneurs industriels. On est toujours ravis de les avoir. Et bien voilà, puisque dans un instant, on va vous présenter notre invité de cette semaine, Laurent Daudet, le CEO et cofondateur de P&B Group. C'est pas Philippe Bloch Group, c'est Pharma & Beauty. BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. Notre invité Laurent Daudet, Arnaud, vous nous le présentez. Effectivement, comme vous le disiez, mon cher Philippe, notre invité illustre une fois de plus la formidable richesse de ce vivier de création de valeur et d'emploi qu'est le B2B, le service aux entreprises ou la production pour les entreprises, la sous-traitance que je préfère du reste appeler l'apport de solutions pour d'autres entreprises. P&B pour Pharma & Beauty, comme vous l'avez dit, c'est exactement cela. Ces équipes réalisent en marque blanche, on pourrait le résumer ainsi, une large gamme de produits et s'efforcent de proposer aux clients une palette tout aussi large du reste de réponses techniques et marketing dans une logique que vous affirmez de full service, c'est-à-dire que ça va de la création à la livraison en passant par la fabrication et le conditionnement. Alors pour Laurent Daudet, c'est la suite logique d'un parcours qu'il a vu passer plus de 20 ans auparavant dans la sous-traitance. Il était vice-président d'un groupe spécialisé déjà dans ce secteur d'activité avant de devenir, selon ses mots, entrepreneur à plein temps en 2012, enfin devenir ou plutôt redevenir, puisqu'il avait déjà travaillé à son compte dans le domaine sportif entre 18 et 23 ans, si mes informations sont exactes. Cette nouvelle aventure, il l'a entreprise avec un associé qui connaît lui aussi bien ce domaine d'activité, puisque c'est Jean-Marie Total, qui a été pendant une petite dizaine d'années président de Cadom. Ils ont débuté en 2011 en rachetant une usine qui était dénommée, je crois, Alcos, qui a été aussitôt rebaptisée Sud Cosmetics. Il faut dire qu'on est dans la périphérie d'Aix-Marseille, pas loin de l'étang de Berre. Et du reste, c'est là aussi une certaine suite logique, puisque vous avez racheté ensuite plusieurs entreprises, des entreprises en difficulté. Donc en fin de compte, c'est une masterclass à la fois sur la manière de réussir dans le B2B et aussi grâce à la croissance externe qu'on vous propose aujourd'hui. Merci Arnaud, bonjour Laurent Daudet. Bonjour à vous deux, merci pour l'invitation. On va pas passer longtemps sur la première aventure de 18 à 23 ans, mais j'ai envie de savoir, c'était quoi cette première aventure sportive La première aventure, tout simplement, moi je suis né dans un petit village ardéchois, Saint-Félicien, un nom que tout le monde connaît. et donc j'étais fils d'agriculteur, mes parents avaient une petite ferme, donc issu d'un milieu très modeste. Et j'ai eu la force d'entreprendre dès 18 ans et j'ai créé une association et on a organisé des épreuves nationales, 2 Coupes de France, un championnat de France avec des copains. De quoi D'enduro, pardon. D'un moto tout-terrain, quoi. D'un moto tout-terrain. C'est là d'où t'es sorti, Stéphane Peter-Hansel, par exemple. C'est exactement ça. Stéphane Peter-Hansel a fait les 3 épreuves que nous avons organisées. C'est votre création. Oui, en fait, oui. Je devais aller plus loin. J'avais même la porte de TSO-SAMU, une organisation qui m'était ouverte. Et puis j'ai fait un choix industriel, ardéchois, on va dire cœur fidèle. Je suis resté en Ardèche. Pour faire quoi alors ? J'ai démarré donc dans l'industrie ménager, industrielle et cosmétique. En Ardèche, parce qu'il y a peu d'industrie en Ardèche. En Ardèche, je suis à Tournon-sur-Rhône. Oui. J'y suis resté pendant 22 ans. Et puis, alors, ce qui m'intéresse, c'est le deuxième déclic. Et c'était déjà un sous-traitant, c'est-à-dire que voilà, pendant 20 ans, vous avez développé ce talent particulier consistant à écouter des clients eux-mêmes qui sont des dirigeants d'entreprise et leur apporter des réponses parfaitement adaptées à leurs besoins, qui peuvent être fluctuants en plus. Exactement. Oui, j'ai eu l'idée en fait entrepreneur dans l'âme, je l'étais, et puis j'ai eu envie de retrouver toutes mes valeurs qui m'animent au quotidien, de les mettre en pratique et d'être, entrepreneur à temps plein et de tenir le silo du matin au soir. Alors, c'était inscrit, vous donnez quel âge vous aviez ? 23 ans et 44 ans. Le deuxième déclic, c'est 44 ans. Ouais. Est-ce qu'on a peur ? Quand on a passé 20 ans de sécurité, entre guillemets, dans un job de salarié ? Oui, il y a une crainte, bien évidemment, parce qu'on lâche tout, on se met en danger. Vous avez tout lâché, c'est-à-dire que c'était un vrai... J'ai tout lâché. Démission, c'était une démission ? Démission, oui. Ouais. J'ai démissionné. Vous avez un pécule pour racheter, parce que ça a été un rachat au départ, la première... Le pécule, c'est d'abord l'argent que j'avais de côté, ce que j'ai pu retirer quand je suis parti de l'entreprise où j'ai travaillé. J'ai vendu ma maison, ma voiture. La totale. Comme on l'aime, la vraie aventure d'entrepreneur. Je suis reparti à zéro.
Je me suis mis en danger à 44 ans. Bon, j'avais mes enfants qui commençaient à être grands et donc j'ai dit c'est le moment ou jamais. Il y a une rencontre aussi, puisqu'encore une fois, vous l'avez fait en association avec quelqu'un qui aussi connaît bien ce monde industriel et ce secteur d'activité qui est quand même très très spécifique. En quoi est-ce que ça a changé les choses? En quoi est-ce que ça a été une partie du déclic en tout cas? Jean-Marie Total, mon associé du début. D'abord, c'est un ami qu'on s'est connu en 89 dans le même métier. C'est un garçon avec qui on s'est lié d'amitié. D'abord le travail et ensuite l'amitié. Et donc, il a été président de Cadom, qui l'a revendu, et il m'a un peu encouragé aussi de passer cette étape. Donc, j'avais une espèce de... Je dirais pas de sécurité, mais en tout cas, un espèce de mentor qui me disait, vas-y, il faut que tu fonces. Mais c'était un mentor associé ou c'était un mentor Associé, oui, tout à fait associé. Mais qui s'est lancé à vos côtés, qui a travaillé à vos côtés ou qui a simplement mis quelques billes dans la boîte? Il n'est pas opérationnel, non, il a investi dans l'entreprise dès le départ. Vous l'auriez fait sans lui? Je pense que oui. De quoi on a besoin pour se lancer. Je l'aurais peut-être fait différemment, mais j'aurais fait quelque chose, c'est sûr. Oui, mais peut-être pas de la même façon. Pas de la même manière, non. Alors, certainement pas. Quelle est la première décision que vous prenez importante? Première décision importante de cette aventure entrepreneuriale. Vous rachetez une entreprise, vous disiez repérer une cible? Alors, on a repéré une cible rapidement, une entreprise en difficulté donc dans le sud de la France. Je cherchais plutôt dans le sud de la France que dans le nord. Oui, on a compris votre tropisme. J'allais chercher le soleil. Ouais. Et quand vous voyez les photos du site avec les temps de beurre au fond, c'est pas désagréable. Il y a des sites industriels qui sont beaucoup plus désagréables que ça quand même. Et donc, l'objectif, et qui est resté d'ailleurs une grande tendance, une stratégie, c'est qu'on a repris une première entreprise en difficulté avec... pour la première entreprise, le côté négatif avec peu de savoir-faire. Donc on est parti quasiment de zéro, mais avec une petite activité. Et de là, on a construit donc, le groupe en rachetant d'autres entreprises en difficulté. Oui, mais alors vous nous rappelez que vous avez racheté au départ donc, une entreprise avec peu de savoir-faire, alors qu'aujourd'hui, toute la stratégie, en fin de compte, de ce qu'est devenu le groupe, c'est justement un savoir-faire très pointu et diversifié en même temps. Alors comment est-ce qu'on fait la bascule, quoi? Comment est-ce qu'on rachète une entreprise avec peu de savoir-faire et qu'on en fait le socle d'une success story comme celle-ci? Alors c'est beaucoup de travail. Les 3-4 premières années ont été très difficiles au quotidien, puisque j'avais 10 mauvaises nouvelles par semaine ou par jour et une bonne. Donc il y avait des contraintes. De quelle nature? Quel type de mauvaises nouvelles dans ce type d'activité au démarrage? Des clients qui doivent démarrer et puis qui ne démarrent pas, des problématiques sur des formulations, des problématiques qualité, des problématiques de service, des problématiques humains, tout simplement, parce qu'on demande des choses qui sont au-delà de leur capacité quelquefois. Oui. Accessoirement, une conjoncture qui n'est pas simple. On est dans les années 2011-2012 pour réussir effectivement à entreprendre dans le domaine industriel en France, c'était un peu compliqué. C'était compliqué. Faire adhérer les gens à un projet qui croient ou qui ne croient pas, mais en tout cas, la tendance aujourd'hui de l'humain, c'est plutôt de croire quand on voit qu'on y arrive, mais d'y croire en amont, c'est toujours un peu plus. Y compris en interne, c'était dur? Oui, c'était dur parce que l'histoire que j'ai racontée en préambule, en tout cas que je souhaitais, les personnes y croyaient mais sans y croire, donc il y avait des étapes un peu complexes. Quelle était la vision que vous leur proposiez? Quelle était votre vision de ce qui est devenu PNB Group? Moi, la vision justement, c'était de grandir, c'était d'avoir l'ensemble des solutions dont ont besoin les consommateurs, enfin tout ce qu'on a un peu dans la salle de bain, d'investir énormément dans l'innovation, la vraie innovation de rupture, l'innovation classique, mais l'innovation de rupture. Et je leur vais expliquer, on va travailler avec des belles marques, des belles entreprises, et donc il faut qu'on soit performant, il faut qu'on soit professionnel. Et en parallèle de ça, donc on fait vivre l'entreprise grâce à ses clients. En parallèle de ça, on va structurer une équipe de R&D pour innover. La première bonne nouvelle, vous nous disiez au départ, j'avais en gros 10 mauvaises nouvelles par semaine ou par mois, je ne sais pas quel était le rythme, peut-être même par jour à certains moments. La première bonne nouvelle que vous avez pu partager avec vos équipes et qui leur a aussi apporté la preuve du concept, quoi, c'est-à-dire la vision dont il nous parle, notre ami Laurent, finalement ça va pouvoir tenir. J'ai envie de dire qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles qui arrivaient au fil du temps, mais c'était des clients de renom, de notoriété, qui venaient nous visiter, nous auditer et nous donnaient la confiance par des premières commandes. Rappelez-nous qui sont ce type de clients. On parle de qui? On parle de grands acteurs des produits de beauté? Pas obligatoirement, mais des marques, oui, connues et reconnues, mais pas obligatoirement des grandes multinationales, non, des PME. Vous semblez hésitant à les citer, il y a une raison? Oui, parce que je souhaite être discret. Il y a une part de confidentialité dans ce genre de métier. Voilà. On parle rarement de ses clients, c'est mieux. Certains, oui, parce que ça ne les gêne pas du tout. Et au contraire, ils sont plutôt ouverts. Mais voilà, la confiance est venue par des clients qui sont arrivés au fur et à mesure, mais très rapidement.
Vous avez évoqué le fait qu'une décision stratégique, ça a été d'investir dans la R&D. C'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de concurrence, parce qu'il s'agit à la fois d'être un petit peu à l'état de l'art. Vous cherchez des innovations de rupture. Ça veut dire qu'il faut faire rentrer aussi des talents. Comment est-ce qu'on convainc des talents de venir participer à l'aventure de la renaissance, du redressement d'une entreprise? C'est là toute la difficulté, en fait, quand on démarre, on va chercher des talents et on ne les obtient pas. Parce qu'il y a de la concurrence sur le marché des talents dans votre région aussi. Et il faut passer quelques étapes, il faut que l'entreprise démontre que c'est viable et qu'il y a des choses structurantes qui arrivent, qui se mettent en place. Et là, on commence à tirer des talents. Et aujourd'hui, bien évidemment, on a des beaux talents qui frappent à la porte parce que ça y est, on est arrivé à un niveau intéressant. Mais il a fallu, attirer des bons talents, notamment en R&D, qui est un vrai métier où il faut partager la formulation et le marketing. C'est pas donné à tout le monde. Et là, on a réussi à structurer une équipe de 25 personnes, réglementaires et R&D, où il y a une performance au quotidien. Vous liez réglementaire et R&D parce qu'effectivement, ce sont des domaines très très sensibles. On voit de surcroît que les réglementations sont de plus en plus exigeantes. D'un autre côté, on a des consommateurs dont les exigences sont de plus en plus élevées en termes de qualité, en termes de non-nocivité des produits. Comment est-ce qu'on s'adapte à ça ? Comment est-ce qu'on réussit à avoir une innovation de rupture quand on est un indépendant face à des mastodontes qui eux aussi investissent dans cette R&D ? Justement, c'est là où il faut être plus malin. On va parler d'agilité, d'habilité, mais aller chercher des solutions en collaboration avec des partenaires. C'est notre cas sur quelques innovations de rupture qui vont arriver sur le marché dans les mois qui viennent, et les 2 années qui viennent en tout cas. C'est d'avoir un bon service réglementaire, parce qu'une innovation, au départ, ça fait peur, ça effraie tout le monde. Au départ, quand on commence à présenter le projet à des clients que je connais relativement bien, pour voir un petit peu comment les choses rebondissent, tout de suite, ça fait peur. Et aujourd'hui, avec du recul, ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille sur certaines, c'est devenu évident. On est passé d'impossible à évident, parce que justement, on a su structurer tout ça, et avec des bons résultats. Pour que nos auditeurs comprennent bien, parce que je ne suis pas certain, moi, qu'ils comprennent bien les produits que vous faites. On est dans la pharmacie et dans la beauté. Donc, votre job, c'est de créer des produits en matière de R&D. Vous les fabriquez également pour vos partenaires. Je ne sais pas si vous les appelez des partenaires ou des clients. C'est votre métier, ça, c'est ça? Non, complètement. Et vous avez des idées qu'ils n'arrivent pas à avoir, ou bien ce sont eux qui vous disent on a besoin de tel type d'innovation, essayez de nous trouver un produit sur ce segment de marché? Comment ça fonctionne que ces grands groupes, que j'imagine grands, sous-traitent en fait à un plus petit acteur que vous, mais qui est en train de grandir, on l'a compris, une partie de leur business? D'abord, pour une partie, voire une grande partie, on a des briefs qui sont liés à toutes les idées qui émergent chez nos clients. Alors, qui sentent le marché, qui viennent avec des signaux faibles sur tel ou tel sujet. Et nous, on travaille sur leurs briefs, sur leurs attentes. Et puis, il y a l'innovation que l'on imagine par, on va dire, les attentes des consommateurs, parce qu'on a un regard sur la consommation, on est industriel, on a des usines, on a des hommes et des femmes, mais on regarde beaucoup ce qui se passe sur le marché et des tendances. Mais alors, est-ce que vous n'avez pas envie aussi de faire, est-ce que vous le faites peut-être déjà, je l'ai mal compris, vos propres produits, puisque vous avez cette intelligence intuitive des marchés, vous savez faire de la R&D, qu'est-ce qui vous empêche de devenir compétiteur? Peut-être que vous ne voulez pas devenir compétiteur de vos clients, mais est-ce que demain, il n'y aura pas un Pharma & Beauty brand? Non, somewhere? Alors, on a oui, des confrères qui le font. Nous, on s'interdit de le faire. Pour moi, c'est impossible d'investir pour accompagner les marques en étant concurrent. Il y a des segments de marché sur lesquels vous ne pourriez ne pas l'être? Ou bien vous êtes quasiment... Non. Donc, le but, c'est de mettre des moyens pour les accompagner et non pas pour devenir concurrent. Ce qui est étonnant, Arnaud, pardonnez-moi, mais ces groupes auxquels on peut faire référence sur la pharma et la beauté ont des moyens considérables de R&D, etc. Ce sont des business extrêmement longs en termes de cycle. Qu'est-ce que vous parlez d'agilité? Qu'est-ce que vous leur apportez d'autre que l'agilité? Parce qu'on peut s'interroger sur pourquoi ont-ils besoin d'un P&B Group à cette étape. Je crois qu'il y a la rapidité d'exécution et puis on s'intéresse certainement, je n'ai pas la réponse à tout pour cette question, mais on s'intéresse certainement à des choses que beaucoup ne s'intéressent pas. Tout simplement parce qu'on a soif de trouver des solutions innovantes. On regarde tout. Peut-être que les plus grandes marques sont plutôt regardantes et vont chercher des solutions bien précises et que donc il y a des choses qui leur échappent. En tout cas, en étant producteur, concepteur et producteur, le terme sous-traitant, j'essaie de l'oublier parce qu'on est plutôt concepteur et producteur. Justement, c'est
d'aller chercher des solutions où personne ne va. Et nous, on voit quelque chose d'intéressant à travailler parce que le consommateur, aujourd'hui, attend quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus efficace, avec des formules les plus simples possibles. Et c'est là où on travaille. On a des exemples assez convergents comme ça d'industriels qui sont parfois sur des secteurs d'activité diversifiés qui réussissent justement à surprendre leurs clients en sortant des logiques habituelles de cahier des charges. J'ai un exemple dans un autre domaine d'activité que le vôtre. C'était des gens qui pratiquent de la fonderie. Ils avaient un cahier des charges pour une pièce concernant des éléments de grue et ils sont arrivés avec quelque chose de complètement nouveau, une conception radicalement différente d'un ensemble. Et ils ont réussi à décrocher le marché, en fin de compte, un marché qui n'était pas dans ces cahiers des charges. C'est un peu comme ça que vous procédez. Oui. Alors moi, on a eu un déclic en début 2015. On était parti avec une stratégie pour innover, bien évidemment. Et donc structurer cette équipe, j'en ai parlé. Mais en 2015, début 2015, j'ai eu un déclic assez fort avec les équipes de R&D. On a fait une belle rencontre, une marque qui s'est créée récemment, qui s'appelle MEME, dirigée par Judith Lévy et Juliette Couturier. Et elles sont venues me voir en me disant, voilà, on n'a pas de moyens. On a nos deux mamans qui ont eu un cancer et donc sous chimio, bien évidemment. Cette population, elle est pas bien évidemment lésée. Et donc ces personnes ne trouvent pas vraiment sur le marché ce qu'il faut se mettre sur la peau, ne serait-ce que pour prendre une douche ou s'hydrater. Et donc ils m'ont dit voilà, l'enjeu c'est faire des formules à haute tolérance. Et on a dit banco, on parie et on s'est lancé. Ça a duré plus de 2 ans. Et on a trouvé les bonnes formules qu'on a fait tester bien évidemment. Et c'est à partir de là où j'ai un déclic et on a trouvé des solutions très intéressantes pour demain. Laurent Daudet, et pardon Arnaud, mais tout ça est allé extrêmement vite. Parce qu'on parle de 2012 à 2017, 18 aujourd'hui, avec quand même une entreprise dont on n'a pas révélé les chiffres. Mais enfin, on peut peut-être donner quelques éléments éventuellement sur le volume de chiffre d'affaires. On peut le révéler ou pas? Je ne sais pas si c'est... On a réalisé l'an dernier, 2017, 45, et cette année, on devrait faire aux alentours de 60. On est parti de 3 millions en 2012. Il y a 300 personnes aujourd'hui, c'est ça à peu près? 380. Et au passage, 20% du chiffre d'affaires, grosso modo, à l'international. 20% à l'international. Vous pensiez que ça irait aussi vite? Ou est-ce que c'était assez vite à vos yeux? Peut-être que c'est pas suffisant à vos yeux, je ne sais pas. L'objectif dès le départ, c'était de faire 100 millions dans les 10 ans. On peut rêver en grand. Il faut rêver en grand. Non, mais c'était pas une fin en soi, mais le chiffre 100 millions, ça donnait un petit peu la volumétrie, ce qu'on voulait être, parce qu'il faut être une certaine taille aussi pour continuer à innover. Dans un métier comme ça, bien sûr. La clé d'entrée est très élevée, dans d'autres métiers que je connais pas certainement aussi, mais dans notre métier, la clé d'entrée est très élevée. Donc il fallait qu'on atteigne 100 millions le plus rapidement possible, mais en atteignant ce chiffre de la bonne manière. Donc s'il y avait de l'ambition, il y a eu de la croissance externe au-delà des infrastructures de production, ou est-ce que vous avez racheté 2 entreprises qui avaient ce savoir-faire, cette R&D? Est-ce que vous allez le faire? Des entreprises en difficulté, il y en a eu plusieurs justement. Oui. En fait, on a racheté en tout et pour tout, les 4 aujourd'hui usines que nous avons, c'est 4 entreprises qui étaient en difficulté. La première, il y avait très peu de savoir-faire. La deuxième, beaucoup plus, à Nevers, qui réalise des dispositifs médicaux. La troisième dans la Drôme, dans la pharma et dans le complément alimentaire. Juste en face de l'Ardèche. Juste en face de l'Ardèche. Et la quatrième, donc, sur le plateau de Signes, à côté du Castellet, qui est une entreprise qui était dans la cosmétique également. Donc, les 3 dernières entreprises ont des savoir-faire assez intéressants, 20 ans d'expérience, voire 25 ans. Il y en aura d'autres? Il y a de la croissance internationale d'ores et déjà? Ou pas? Alors, il y a des choses dans le pipe. Il y a un sourire énigmatique. Il est un peu secret quand même. C'est un univers où on aime bien garder ces informations. Mais il y a un sourire qui est assez révélateur. Pour vous communiquer l'information. Bon, donc il y aura de la croissance externe, il y aura de l'international. Pas de regret? Non. D'avoir fait le pas il y a quoi, 7 ans, 6 ans? Non, j'ai vraiment passé des moments très difficiles, quelquefois. On le ressent, ça, on le ressent, oui. Mais j'ai jamais regretté une seule seconde. Je me disais chaque fois qu'il y avait des moments difficiles, je me disais que si c'était facile, tout le monde le ferait. Votre association est toujours d'actualité avec... Oui, plus que jamais. Plus que jamais, oui. Donc Jean-Marie est bien évidemment dans le projet. On communique très souvent et puis on a Jacques Vera qui nous a rejoints en 2014. Voilà. Il peut y avoir des fonds avec ça, avec lui, il peut y avoir des fonds aussi. Oui, généralement, ils n'investissent pas pour rien, monsieur. Oui. Et donc Jacques nous accompagne, c'est un garçon brillant, enfin moi que j'apprécie beaucoup et qui nous accompagne, qui croit beaucoup à notre projet et qui est un très bon accélérateur.
On a fait ensemble le Salon des entrepreneurs avec Arnaud il n'y a pas très longtemps. On a entendu forcément de la part des plus jeunes entrepreneurs, on l'a fait jeune parce qu'on n'avait rien à perdre. Enfin, on entend ce discours chaque année au salon, etc. En 44 ans, vous aviez des choses à perdre. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Parce qu'on aime demander aux jeunes entrepreneurs des conseils pour des jeunes entrepreneurs. Mais pour un homme de 45 ans qui a entrepris, qu'est-ce que vous donnez comme conseil à ceux qui nous écoutent et qui disent oui, mais moi j'ai trop à perdre. J'ai trop à perdre, justement. En conclusion, quelle réponse apporteriez-vous? Mais moi, je pense que si la personne se sent à l'aise sur le marché où elle veut s'investir et qu'elle est bien accompagnée, il faut y aller. Mais qu'elle est bien accompagnée, disiez-vous. Et c'est quoi? C'est un accompagnement d'association tel que vous l'avez vécu ou tout type d'association? Enfin, tout type d'association. Je crois qu'après, chacun, on va dire, connaît son environnement, ses capacités financières, ses capacités, on va dire, d'ordre de sa propre personnalité, parce qu'il faut être solide. Bien sûr. Quand on entreprend à 44 ans et qu'on prend en plus des entreprises en difficulté, il faut avoir un moral d'acier. Ouais, double peine. Exactement, double peine. Merci Laurent Daudet. En tout cas, on se revoit alors pour les 100 millions et puis pour la révélation de ce qui aura permis, la stratégie qui aura permis d'y parvenir. À très bientôt Laurent Daudet. Merci beaucoup. Maintenant, on accueille bien sûr la niaque de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine. Une super niaque sympa, Arnaud Wisby, représenté par Benjamin Ducousseau, son cofondateur. Effectivement. Alors, trouvez facilement votre futur, autrement dit, trouvez un emploi ou de l'aide pour votre projet de création d'entreprise. C'est la promesse que Wisby adresse à ses internautes et clients. Une cible démographique, les jeunes, donc les dirigeants de l'entreprise connaissons de peu mieux, puisque Benjamin a fondé Wisby en 2011 avec 2 de ses amis. Vous sortiez de vos études à Grenoble École de Management. C'est une maison où on connaît bien l'entrepreneuriat. Alors comment est-ce qu'on arrive à se faire une place au soleil dans un paysage qu'on pourrait déjà croire saturé de job board ou de services sur l'entrepreneuriat? Eh bien c'est entre autres ce que notre niaqueur va nous expliquer maintenant. Et puis une belle place au soleil. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors racontez-nous entre le début et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé si on fait un accéléré en 1 minute? Ouais, beaucoup de choses. Donc effectivement, on a créé la société avec une mission qui est très simple chez nous, qui est de favoriser l'emploi et l'entrepreneuriat chez les jeunes dans le monde. Les deux en même temps, l'emploi et l'entrepreneuriat. Tout à fait, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, voilà, les deux. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme, c'est 2 choses. Donc d'abord, on a une plateforme accessible sur Internet dans laquelle les jeunes peuvent accéder à des offres de stage et d'alternance d'emploi qui sont spécialisées pour eux. Ouais, la palette est très large. La palette est très large, donc on couvre vraiment le jeune de 18 à 30 ans avec du sans expérience au jeune qui est très qualifié. Oui. Et ils peuvent également rencontrer quelqu'un qui est dans une autre formation pour monter ensemble des projets de création d'entreprise. Donc on fait les deux. C'est marrant, la recherche d'emploi. C'est un pari, ça, de faire les deux. C'est pas le même public en général. Celui qui cherche plutôt, souvent il devient entrepreneur, mais c'était un pari qui était peut-être atypique et qui a fait la personnalité de Wisby ou pas, ça? En tout cas, c'était très en phase avec cette génération. Tout à fait, c'était très en phase avec cette génération. Pour la petite histoire, on a même commencé par l'entrepreneuriat parce qu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient entreprendre. Et en fait, il y en avait très peu qui le faisaient. C'est 60% des jeunes veulent entreprendre et finalement, on a 1% des jeunes qui le font. Donc on s'est dit, on va les aider à se rencontrer pour monter des projets de création d'entreprise. Et recherche associée ou recherche stage un petit peu. Alors voilà, au début, c'est recherche de personnes pour entreprendre et puis maintenant, on est devenu carrément une galaxie complète qui offre plein de services aux jeunes pour les accompagner dans l'entrée à la vie active. Mais alors, votre facteur de différenciation, parce que je l'évoquais, il y a quand même beaucoup de monde sur l'emploi et l'emploi jeune. Ça va du Bon Coin à tous les job boards nationaux, régionaux, qui sont liés à des groupes internationaux. La différence, c'est quoi? Wisby, qu'est-ce que j'y trouve que je ne trouve pas ailleurs? Alors d'abord, on est aujourd'hui la plateforme qui possède le plus grand inventaire d'offres d'emploi spécialisées pour les 18-30 ans en Europe. C'est pas mal de le dire. Il y a plus de 300 000 offres qui sont présentes à l'intérieur de la plateforme. Donc le jeune qui vient chez nous va trouver un inventaire exhaustif pour répondre vraiment à une offre d'emploi. Et ensuite, on a aujourd'hui ouvert d'autres services qui sont périphériques à l'emploi pour essayer vraiment d'aller accompagner les jeunes dans leur entrée dans la vie active, faire en sorte qu'elle soit plus simple et plus agréable. Quel service, On va retrouver par exemple des cours en ligne, de l'éducation, on va retrouver de la formation, des tests pour aider aux tests de langue comme le TOEIC ou comme le TOEFL, des choses comme ça, des certifications de compétences comme le TANU. L'objectif est vraiment de proposer aux jeunes une palette d'accompagnement et le guider dans son entrée dans la vie active. Oui, c'est ça, c'est une plateforme pour faire mes premiers pas dans la vie professionnelle. Exactement. Est-ce que c'est la partie payante du modèle? Parce qu'évidemment, je m'intéressais au business model en même temps que je vous entendais, que je vous écoutais. Pas du tout. Non. En fait, notre vision, c'est de dire qu'on doit tout faire pour rendre accessible aux jeunes tous les services dont il est nécessaire pour sa carrière. Donc, du coup, pour nous, c'est gratuit pour lui. Ceux qui payent, ce sont les entreprises. Donc, on crée des partenariats avec elles, qui vont être des partenariats pour les aider à recruter des jeunes, en organisant des cocktails recrutement dans les régions, mais qui vont être aussi des partenariats qui les aident à se développer sur la cible des 18-30 ans. Une des choses qui est marquante quand on arrive aujourd'hui sur votre site, c'est que vous affichez des références, des grands clients, des
des grands comptes, de grandes entreprises. Est-ce que ça illustre justement le fait qu'ils sont obligés d'aller puiser à d'autres sources que leur source de recrutement traditionnelle pour trouver les talents dont ils ont besoin? Et donc ils ont besoin de vous? Disons qu'aujourd'hui, on fait partie de leur canal de recrutement privilégié. Donc on est, comment on pourrait qualifier, installé dans l'écosystème de l'emploi, spécialisé sur les jeunes. Spécialisé sur les jeunes. Aujourd'hui, on est considéré comme étant un référent. En quelques chiffres, le WizBee, c'est aujourd'hui 70 collaborateurs. On est une société qui connaît une très forte croissance en chiffre d'affaires, qui est rentable et qui a encore 30 postes ouverts cette année. Waouh. Benjamin Ducousseau, vous évoquez 300 000 contacts ou entrées en Europe. Ça veut dire que votre public n'est pas uniquement français ou francophone, ou est-ce que c'est 300 000 possibilités d'aller, pour des Français, bosser en Europe? Alors on a 300 000 offres de stages, d'alternance et d'emploi qui sont présents sur notre plateforme, qui sont présentes en France, mais qui sont présents aussi en Espagne, en Italie, en Angleterre et un petit peu en Allemagne. Le site existe dans toutes ces langues? Voilà, tout à fait. Donc, au même nom de WizBee? Tout à fait. Le groupe, c'est WizBee et le site est appliqué et disponible dans les 5 langues. Les ambitions s'arrêtent à l'Europe ou elles vont aller ailleurs? Alors les ambitions aujourd'hui, notre projet stratégique, il est vraiment porté sur la construction d'une offre la plus complète possible à destination des jeunes. Donc notre volonté, c'est de construire un groupe qui puisse vraiment rendre simple et agréable l'entrée dans la vie active pour les jeunes, que ce soit en France ou partout dans le monde. Le modèle existe aux États-Unis? Le même type de modèle existe-t-il aux États-Unis? Il y a d'autres acteurs qui font des choses très bien spécialisées sur les jeunes. On a nos particularités, on est en Europe, j'espère qu'on en fera. Vous pourriez y aller? C'était qui pourrait y aller. Vous pourriez y aller? Nous pourrions. Je sens que vous en rêvez. Vous en auriez très envie. On a déjà peur de grand chose. On a beaucoup de choses à faire ici en France, mais pourquoi pas. Merci beaucoup, Benjamin Ducousseau. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de WizBee et que vous étiez la niaque de cette 566e émission de l'entreprise BFM. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bonne fin de semaine à tous. Ciao. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.